De retour dans le Focus, nous sommes toujours en présence de Nusere Kalala Omotunde, notre expert des humanités classiques africaines. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui, monsieur Omotunde? Oui, en fait, je voulais simplement que nous prenions un temps pour pouvoir montrer des nouveaux documents sur un certain nombre de choses que nous avons abordées. Alors pourquoi je dis ça? Je le dis parce que c'est vrai que lorsque je dis par exemple que les châteaux forts ont été inventés en Afrique, vous avez des gens qui disent mais il est complètement fou. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que on a créé, je dirais, une espèce de nivellement des intelligences passant par la couleur de peau, en oubliant que l'homme est né en Afrique avec toute son intelligence et que la particularité de l'homme africain, c'est que l'homme moderne arrive en 350 000 ans et qu'il a commencé à quitter l'Afrique vers moins 60 000 ans. Donc ça veut dire que pendant pratiquement 300 000 ans, vous avez une humanité comme vous et moi qui a un espace favorable, je parle sur le plan climatique, et nous n'allons pas faire des découvertes du calendrier, des mathématiques, l'astronomie, mais il faut quand même que les gens arrêtent de rêver, puisque l'humanité africaine qui est partie, qui a quitté le continent africain, s'est retrouvée dans des conditions climatiques hostiles. Tous les spécialistes l'ont dit. Mais dans les conditions climatiques hostiles, c'est déjà se protéger du froid ou se protéger du désert, chercher à boire et à manger, se protéger des animaux, rester dans une grotte. Donc c'est évident que quand tu es dans la grotte, tu vois le ciel comment. Vous voulez que quelqu'un qui a passé du temps dans une grotte maîtrise l'astronomie mieux que quelqu'un qui était en plein air dans la savane africaine? Il faut quand même être un peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis très surpris de voir comment il n'y a pas une application historico-culturelle dans les thématiques abordées dans les écoles, les collèges et les lycées d'une façon générale. Vous imaginez que vous avez des enseignants qui viennent de commencer, je dirais, à rentrer dans la fonction, qui sont d'ascendance européenne, et qui me disent, mais on ne peut pas enseigner à des enfants sans jamais faire le lien avec leur histoire, leur patrimoine, sans jamais leur donner des éléments leur permettant de voir que dans leur généalogie culturelle, eh bien, leurs ancêtres ont fait preuve de génie à travers les sciences, les techniques, l'astronomie, la navigation et autres. Nous enseignons à des enfants, nous leur donnons aucune référence en rien. Mais forcément, on crée des individus déséquilibrés. Alors moi, je voulais montrer qu'il y a eu, donc il y a un groupe qui a décidé de contacter en fait des jeunes à travers le monde, donc tous les jeunes du monde, et que chacun puisse parler de sa culture. Voilà, c'est-à-dire que vous avez tous les enfants du monde qui parlent de leur culture. Vous voyez comment ils ressentent leur culture. Je voulais donner le cas de deux jeunes femmes, qui sont des jeunes femmes de chez nous, pour qu'on puisse voir comment, dans le cadre où vous avez des jeunes femmes qui parlent de leur culture, des jeunes filles de 20 ans, comment leur culture est puissante, leur a donné une colonne vertébrale pour aller vers le monde et compagnie, et le discours de nos jeunes. Alors que nos jeunes sont censés, je dirais, avoir reçu un enseignement qui leur a permis d'avoir une ossature et de pouvoir affronter le monde. Vous voyez, quand on arrive, moi c'est la première chose qui m'a marqué quand je suis parti faire mes études, c'est qu'on baisse la tête systématiquement. C'est-à-dire devant l'autre on baisse la tête. Vous voyez, et quand on veut hausser la tête, c'est dans une attitude un peu de combat. Pourquoi on n'est pas naturellement, je dirais, pleinement épanoui à l'intérieur de nous-mêmes, qui fait qu'on regarde quelqu'un, je dirais, sans arrière-pensée. Vous voyez ce que je dis par là? Prenons le temps de voir le premier document, parce qu'il est quand même assez marquant. On part pour le premier document. Parce que les enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent, ce qui étaient leurs grands-parents et la souche en fait de leurs origines. En étant là-bas, on ne voit pas la différence vraiment entre le français et l'antillais. Et c'est en arrivant en France que j'ai vraiment pris conscience qu'il y a une très grande différence. Parce que pour nous, on est né français, on étudie l'histoire de Napoléon, etc. Et c'est en arrivant en France qu'on voit vraiment que ce n'est pas forcément notre histoire. Et c'est de là que j'ai pris conscience qu'on a quand même une histoire à nous qui est propre.
conclure, je suis fière d'être bretonne. Je suis fière d'appartenir à un peuple qui est enraciné vraiment dans un pays magnifique, une région avec des paysages sublimes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir conscience de ses origines parce que c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir comme ça aux autres communautés et de partager. Et c'est très important dans la vie pour avancer et savoir d'où l'on vient. Voilà, c'est important. Alors on a deux discours diamétralement opposés. Diamétralement. Une effectivement qui maîtrise entre guillemets son histoire et donc qui en est fière et qui la revendique, et l'autre qui se retrouve face à un paradoxe, voilà, qu'elle n'a pas d'histoire. Voilà, qui soulève un problème, c'est-à-dire le problème de qui je suis en réalité. Et ce qui je suis, je dirais, moi je le vois ici, parce que je dirais on le découvre, c'est quand on part à la rencontre de l'autre qu'on découvre la question du qui je suis en réalité. Mais vous dites, mais attendez, j'ai fait tout ça de classe, tout ça de devoir de classe. On m'a interrogé tant de fois devant un tableau, et la question de qui je suis, quelle est... vous savez, je vais vous dire une chose qui est très simple. Dernièrement, je suis allé avec un billet de 50 € devant un établissement scolaire. Et j'ai dit aux enfants, à la sortie des cours, je donne 50 € à celui qui me donne le nom du plus grand savant de la Guadeloupe. Aucun enfant ne pouvait répondre à la question. Clairement, clairement. Il faut déjà connaître Donc, les savants guadeloupéens. Déjà. Donc, ça devient intriguant, parce que les enfants disent, mais attendez, je vais quand même à l'école, je ne comprends pas comment je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je dis, mais c'est pour ça que plutôt que de te poser la question, j'ai trouvé tout simplement une carotte pour te forcer à te poser la question. Et en fait, vous imaginez, vous êtes à la sortie d'un collège, vous avez cette masse d'enfants et personne ne trouve la réponse. Donc je leur ai dit, est-ce que vous avez un téléphone portable? Tapez sur Internet savant de la Guadeloupe. Voyez, et c'est de là qu'un garçon a dit Raoul Georges Nicolo. Et je lui ai dit Raoul quoi? Raoul Georges Nicolo. Et donc devant tout le monde, j'ai dit viens, et je lui ai remis le billet. Mais tous les enfants m'ont dit, mais attendez, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'avait pas la réponse. J'ai dit, je ne vais pas répondre à cette question. Je vous laisse Allez chercher. face à une réalité. Vous voyez? Parce qu'il faut comprendre que la transmission des savoirs, c'est pas gaver des oies. C'est permettre à des consciences d'être conscientes d'elles-mêmes. C'est ça l'enjeu. Vous voyez? Et le facteur motivation, combien de fois nous avons démontré que chaque fois qu'on inclut dans la thématique de l'enseignement une dimension culturelle et une dimension se rapportant au patrimoine historique, eh bien, vous avez un facteur motivation qui est énorme. Là, les enfants, même à Paris, je l'ai démontré dans des établissements scolaires, les enfants écoutent, les enfants suivent. Vous savez, j'ai fait des interventions à HEC, à Sciences Po, mais les choses sont là. C'est-à-dire qu'on a vu, et beaucoup d'enseignants, même certains responsables pédagogiques de certaines régions, certains départements, ont vu que même dans la banlieue, le caractère est totalement différent lorsque on inclut les éléments de paramètres qui permettent à tout le monde d'être au même niveau. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est important. La deuxième chose que je voulais soulever, c'est la problématique effectivement des châteaux forts. Parce que lorsque je dis que toute la technologie des châteaux forts a été inventée en Afrique, on a l'impression que j'aurais pris un champignon hallucinogène et que je me serais mis à raconter n'importe quoi. Parce que c'est pas que j'accorde du crédit aux commentaires, parce que je dis qu'il faut bien être dans une phase d'ignorance avant d'accéder à la connaissance. Mais les faits sont là. Je n'ai pas dit ça par hasard. Vous savez, avec l'UNESCO, on a été sur des sites. Les monuments de Nubie ont été ensevelis par la construction du barrage en Égypte. Quand ils ont construit le barrage à Assouan, ça a carrément inondé les monuments de Nubie. On a essayé de sauver un certain nombre de monuments, c'est l'UNESCO qui s'est occupé de ça. Mais il y a quand même des chercheurs qui ont fait des rapports de fouilles. Le plus grand spécialiste mondial des châteaux forts africains, c'est un Français, Monsieur Mounier. D'accord? Donc il faut qu'on arrête de croire que je sors des choses avec ma baguette magique. Donc c'est pour cette raison que je voulais montrer le deuxième document, où vous avez des gens qui disent clairement que toute la technologie des châteaux forts relève d'une invention africaine.
et 3000 ans, comme je l'avais dit, 3000 ans avant le premier château fort européen. Donc les Européens ne sont pas les inventeurs des forteresses, comme ils veulent des fois faire croire, sous prétexte qu'ils ont construit le fort Fleur d'Épée ou le fort de machin. Tous ces forts-là, c'est de la technologie africaine. Ils ont appris ça à l'époque des croisés. Et il y a eu Vauban qui s'est intéressé à ça. Mais la chose, c'est qu'on a toujours construit en Afrique, à toutes les époques, on a construit des fortifications. Il y a des fortifications au Zimbabwe, il y a des fortifications au Burkina Faso, il y a des fortifications partout. Moi, si les gens veulent voir les fortifications, mais même les photos aériennes, ont montré les bases des... J'ai même trouvé la muraille africaine, comme la muraille de Chine. De Chine, mais en Afrique. En Afrique. Super. Vous voyez? Donc prenons le temps de regarder le document. Et je tiens à rappeler justement que les documents que vous prenez pour vous appuyer, justement, c'est que on aime bien remettre justement vos théories en question, alors qu'elles sont documentées. Les documents sont objectifs. Mais effectivement, autant mettre les points sur les i. Totalement. À chaque fois que c'est possible. Totalement. On part pour le deuxième document. On assèche le lac Nasser, on trouve des traces de la forteresse de Bouenne, qui a disparu depuis plus de 50 ans. En combinant les données historiques avec les images 3D de l'ordinateur, on peut la restaurer, mettant ainsi à jour pour la première fois le centre névralgique de la frontière de l'Égypte antique. Et c'est colossal. Son vaste tracé couvre une zone 20 fois plus étendue que la forteresse d'Ouronarti. Son enceinte forme un circuit de près de 1500 mètres et ses murs hauts d'une douzaine de mètres dominent les rives du fleuve. Voici la forteresse de Bouenne dans toute sa gloire passée. Tout y est conçu pour impressionner. Elle montre bien le pouvoir de l'État. Et elle est tournée vers l'extérieur parce que ce symbole est destiné aux Égyptiens, mais aussi aux autres peuples. Ces forteresses représentaient de toute évidence la puissance militaire, la domination. Ce monument se doit d'en imposer. Les proportions colossales de cette forteresse sont conçues pour terrifier l'ennemi couchite. En exhibant une architecture militaire aussi avancée, ses concepteurs semblent prévenir que tout assaut contre elle serait voué à l'échec. Si je vous disais que tous les principes mis en œuvre dans les forteresses de l'Europe médiévale sont déjà présents dans ces enceintes en briques de terre, 18 ou 20 siècles avant notre ère, vous ne me croiriez pas. 3000 ans avant les châteaux forts européens, la forteresse de Bouenne est équipée de douves sèches, d'une porte fortifiée, de remparts et de meurtrières sophistiquées permettant un angle de tir à 180 degrés. Donc des constructions fortifiées qui datent de 18 à 20 siècles avant, avant les Européens. Mais cela nous montre une chose, c'est que les historiens mentent. Parce que, je vais vous expliquer une chose, on a l'habitude de présenter les Nubiens comme des joyeux oiseaux qui sont dans le désert. Mais quand vous avez construit une forteresse de cette taille-là, et je tiens quand même à dire une chose, Bouenne est la plus petite des forteresses. D'accord. Elle est déjà immense. Ah non, mais lisez la documentation de M. Mounier. Il y a Mirgissa, qui est une forteresse qui fait 10 fois au moins la taille de Bouenne. Ah ouais. Bouenne, si vous voulez, c'est le studio. Et pourtant, on vous parle déjà de construction colossale. Donc, quand sur un territoire, vous avez déjà des catapultes pour attaquer les châteaux forts, tout ça, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui dans les films, en niant que c'est l'Afrique qui a commencé cela, et en faisant passer les Nubiens pour des joyeux oiseaux, alors qu'on a construit des forteresses militaires, c'est que la menace était sérieuse. Vous voyez? Parce que c'est du gigantisme d'imaginer qu'il y a 5 à 6 000 ans, nos ancêtres construisaient des forteresses comme ça aussi avec la frontière du Proche-Orient, c'est-à-dire dans le désert. Et pourquoi on n'en parle pas? Je vais vous dire pourquoi on n'en parle pas. Parce qu'on veut faire croire qu'un groupe d'individus menés par Moïse aurait quitté l'Égypte sans tomber sur des forteresses. Alors on ne vous raconte pas l'histoire des forteresses
qui, tout simplement, protégeait l'Égypte de gens qui voulaient quitter l'Égypte comme de gens qui voulaient rentrer. Donc c'est pour ça que les chemins d'Horus ou ces choses-là, les gens ne connaissent pas ça. Et on vous représente un chemin comme s'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de... Alors que vous allez même aujourd'hui, même quand je vais sur cette région, il y a des bases militaires, il y a des mines antipersonnelles, c'est-à-dire il y a des choses dans le sable. On a vu, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette... entre l'Égypte et Israël, il y a toujours, je dirais, un armement militaire caché dans le sable. Mais ça a toujours été comme ça, parce qu'il y avait des menaces d'envahissement. Mais on ne vous raconte pas cette histoire pour vous faire croire que, voilà, des gens chantent. En plus, il faut savoir qu'Israël était administré par Pharaon. C'est comme si vous quittez la Guadeloupe et vous allez en Martinique. Vous avez quitté quoi? Vous n'avez pas quitté Pharaon, c'est-à-dire vous n'avez pas quitté l'autorité française quand vous avez décollé de la Guadeloupe pour atterrir en Martinique. Donc comment des gens, on vous fait croire qu'ils auraient quitté l'autorité pharaonique, alors que lorsque vous êtes en Israël, vous êtes chez Pharaon, et quand ils fouillent, les Israéliens, ils trouvent quoi? Les palais de Pharaon. Et la documentation, elle est là. Mais bien sûr. Mais quand on fait les colloques avec l'UNESCO, les gens ne disent pas ça. Les gens reconnaissent que oui, chaque fois qu'on fait des fouilles, c'est les palais de Pharaon qu'on trouve en Palestine, qu'on trouve à Gaza, qu'on trouve partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc c'est ça qui est important. Maintenant, l'autre chose qu'il faut souligner. On va devoir clore pour aujourd'hui parce qu'on est déjà arrivé au terme de l'horaire. Ah oui, on a déjà pratiquement terminé. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que la notion de construction massive, d'accord, ça vient de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Jean-François Champollion parlait de monuments africains en Europe. C'est-à-dire quand vous êtes devant la Madeleine ou l'Assemblée nationale à Paris, vous êtes dans des monuments africains construits en Europe. Quand vous êtes devant les Tuileries, pareil, la Maison Blanche aux États-Unis, vous êtes devant un monument africain construit en Occident. Parce que la Maison Blanche était le nom du palais du souverain Narmer en Égypte, Inetch-Eb, qui veut dire la forteresse blanche, et elle était blanche. Le palais royal de Pharaon, c'est un palais blanc. Donc c'est pas pour rien que les Européens qui n'ont pas de culture puisent dans la culture africaine leurs éléments de culture et après organisent l'escroquerie dans les documentaires et dans les livres pour faire croire qu'ils sont à l'origine de choses, alors que non, la vérité est là. Donc c'est pour ça que je dis aux gens qu'il faut comprendre la démarche, parce qu'elle n'est pas facile, elle n'est pas aisée, mais j'aimerais que les gens soient plus portés non seulement à défendre leurs ancêtres, à défendre leur honneur, mais à comprendre le sens de ma démarche. Vous voyez, en disant très bien, et vous avez vu que chaque fois que quelqu'un m'a sollicité, m'a demandé un document, j'ai apporté le document. Toujours. D'accord? Il y a une problématique lorsque j'ai dit que c'est un Noir qui a inventé l'ordinateur PC. Il semblerait qu'il y ait une jeune femme qui a été attaquée quand elle a dit ça sur son site internet. Elle m'a demandé des documents. Moi, je lui ai remis un article du Figaro. Le Figaro même l'a dit, c'est-à-dire il y a dans le Figaro, il y a un article dans lequel ils ont reconnu que Mark Dean est l'inventeur du PC et que c'est lui qui est à l'origine de Lenovo, puisqu'ils ont transmis aux Chinois les éléments informatiques pour créer la marque Lenovo. Et la directrice de Lenovo, c'était une femme noire. C'est la première femme qui a eu, dans un grand groupe français, une femme noire à la tête d'une grande société française. C'était jamais arrivé. Aujourd'hui, elle est patronne de Hewlett Packard. Donc tout ça pour montrer que ce ne sont pas des choses, je dirais, qui sont cachées dans les magazines de finance. On en parle. Dans les magazines technologiques, on en parle. Mais le problème, c'est que ce genre de matériaux ne sont pas vulgarisés suffisamment. Et les documentaires, par exemple, qui font état de la vérité, qui rétablissent cette vérité historique, vous le dites assez régulièrement, et on le sait, ils passent à 2h, 3h, 4h du matin. Ils passent malheureusement très tardivement. À des horaires très tardifs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une documentation. Il faut comprendre que moi, je ne me suis pas réveillé un matin, j'ai cogné ma tête contre le mur et j'ai dit que l'Afrique a inventé les châteaux forts. Il faut comprendre qu'il y a une documentation qui est relativement riche, d'accord, et que les gens qui sont intéressés par la question, mais j'ai des kilos et des kilos de documents. Vous comprenez, sur ces sujets-là. Et vous en faites bénéficier justement bien sûr. À Nijar. Mais M. Mounier a fait des ouvrages sur la question. Il a fait des articles sur la question. Il a fait des colloques sur la question. Et en plus, c'est un brillant dessinateur qui reconstitue les châteaux forts. Et pas que les châteaux forts. Et c'est lui qui a montré qu'il y avait la muraille africaine, comme la muraille de Chine. De toute façon. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Je pense qu'il n'y aura pas de débat.
Voilà. Là, on est vraiment dans la pédagogie. Ça fait 3 ans Totalement. maintenant qu'on est dans la pédagogie Voilà. et que vous prenez de la patience, effectivement, pour qu'on puisse comprendre que notre peuple est à l'origine, effectivement, de quasiment tout ce qui existe sur Voilà. cette planète. Et qu'il n'y a pas de discussion. Et qu'il n'y a pas de discussion finalement à y avoir. Il y a des preuves scientifiques. Mais bien sûr. Chaque semaine, on sort des preuves scientifiques, quitte à ce que ce soit d'autres personnes qui le disent pour qu'on comprenne que Totalement. vous n'êtes pas le seul à tenir ces versions. Mais c'est vrai qu'on a encore du mal à accepter la grandeur finalement Et puis de nos présenter ancêtres. ça aux jeunes générations. Que ça ne Surtout. soit pas du domaine du cachet, Exact. que l'enfant ne découvre pas ça un jour en regardant un documentaire à la télévision, qu'on soit quand même des adultes responsables. On est d'accord. D'accord? On n'est pas des moutons censés aller à l'abattoir bêtement. Non, on doit collaborer au génie de l'humanité comme on l'a toujours fait. Merci beaucoup Nusere Kalala Umutunde d'être venu sur ce plateau ce soir pour un nouveau jeudi anthropologie. Est-ce qu'on pourra poursuivre ce cours justement la semaine Oui, parce prochaine? qu'il y a d'autres documents que j'avais. Super, va les on en montrer la garde semaine un peu en prochaine. réserve. Totalement. Voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous l'aurez compris, le jeudi anthropologie revient la semaine prochaine. Passez une excellente soirée sur Canal 10. Bisous, bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.